Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Ok, je vais lancer les hostilités. Bah ouais, on commence à avoir du monde là. Ok. Bienvenue à tous. Eh bien, Hello, bienvenue, hello. bienvenue. Bienvenue pour Désolé, je cette... finis encore. Ouais, vas-y. Fais ce que tu as à Je faire. finis un petit truc à manger et je suis tout à vous. Ouais, ouais, Je vas-y. vois qu'on a José déjà parmi nous. Ouais, carrément. Bah vas-y, finis ton truc, y a pas de problème. Je lance juste Comme vous. l'introduction pour l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous pour cet Atlas Brew numéro 26. Atlas Brew qui va être consacré à la partie de Star Atlas que je préfère, vous le savez tous, au lore, hein, puisque ce soir on a un invité de marque, un invité prestigieux. On a Zesk, José, ce que je le nomme le maître du lore, l'architecte du lore, l'architecte, hein, référence à Matrix, j'aime bien. Et donc voilà, donc gros lore ce soir avec des questions super pointues de la part de la communauté. Là, je les ai découvertes tout à l'heure, j'avais pas eu le temps de les voir. Et là, je les ai découvertes tout à l'heure, donc des questions très pointues. Donc on va se régaler. On va voir ce qu'on va arriver à caser dans cette heure, et puis on va voir le temps que notre invité a à nous accorder. Mais voilà, préparez-vous à un brew absolument exceptionnel ce soir. Donc, je pense qu'on va pouvoir directement sauter dans le vif du sujet. Et on commence par accueillir notre ami José. Welcome José. Welcome Zesk, my friend. Very happy to have you here on the brew. It's my pleasure. Thank you, guys. It's always cool to be together with Star Atlas different communities, and the French community is very special for us. So, and I'm pretty excited because I received lots of cool questions for this brew. So, yeah, it's going to be super exciting. Hoping to answer most of them. Eh bien, comme vous l'avez Yeah, compris, we're gonna. ouais, je réponds Well, sur celle-là. yeah. José est Vas-y, très vas-y. content d'être parmi nous, et il est très content des questions que vous lui avez partagées, que vous lui avez fait suivre, et puis il est particulièrement content d'être là au sein de la communauté francophone, qui est une communauté très spéciale pour Star Atlas. Voilà, c'est vraiment une communauté, une des communautés les plus actives, et il est heureux d'être là parmi nous. Yes. So yeah, Jose, we're gonna grill you tonight a little bit on the Star Atlas lore. Awesome. We have It's going to some be very fun. spicy questions. Oh, spicy. Awesome. Ok. Du coup, je propose de commencer un peu la première partie du brew où on peut discuter un peu des différentes infos qui ont été lâchées déjà un peu la semaine dernière sur le dernier brew anglais. On peut passer rapidement là-dessus. Notamment sur les différentes espèces un peu de Star Atlas, les différents aliens, androïdes et humains qu'on va pouvoir incarner dans le jeu, qui ont chacun un peu leur spécificité dans le lore en fait, mais qui peuvent aussi se traduire par des choix de stratégie dans le jeu, parce que comme dans tout bon MMO, on va avoir peut-être pas un système de classe, mais probablement des statistiques, des points forts, des points faibles. Donc, on a eu quelques petites infos là-dessus la semaine dernière, notamment en ce qui concerne les Sogmiens, les Myris et les Usturs. Donc, je vous propose de passer un peu ça en revue. Et on va aussi évidemment passer un question-réponse avec l'ami José qui est là parmi nous. On a eu pas mal de questions de la communauté, on va y répondre. Ouais, exactement. C'est vrai Euh, que sur tous les derniers brews qu'on a eu, et particulièrement le dernier, hein, on a eu vraiment beaucoup d'informations sur les Sogmias. C'est vraiment des lores qui étaient centrés sur donc on va dire ces peuples de Star Atlas, leur spécificité, leur culture, leur histoire. Donc on a appris pas mal de choses.
Et effectivement, c'est des choses qui emmènent à s'interroger à comment ces spécificités vont se retranscrire ensuite dans le jeu, quoi. C'est-à-dire sous forme de caractéristiques, sous forme d'avantages, de désavantages, des choses qui ont déjà été un tout petit peu évoquées par José, hein. Voilà, on sait maintenant le courage et l'esprit guerrier des Sogmiens, hein, ce côté un peu samouraï. Enfin, pour moi, c'est un peu un côté samouraï. Et puis, de l'autre côté, les Mirs qui, eux, ont été façonnés à survivre de par leur histoire, et qu'effectivement, la réaction de l'un ou de l'autre ne sera pas la même dans une situation dangereuse, quoi. Mais autant on a pu voir qu'un Sogmien, il pourrait être un peu comme ce capitaine qui reste à la barre de son navire jusqu'à ce que ce dernier sombre, autant le Mirs, lui, il va plutôt chercher à survivre et à s'en sortir. Mais du coup, moi, ce qui m'a semblé intéressant, par exemple, et ce qu'on retrouve déjà un tout petit peu dans les histoires qu'on a pu avoir écrites justement par notre ami José, c'est cette capacité des Mirs, justement, dans les moments périlleux, à déployer des talents décuplés, quoi, justement pour survivre. Donc il n'y a pas simplement ce côté, bon, j'ai envie de survivre, donc je sauve ma peau, donc je me barre. Non, il y a aussi, je suis capable d'un seul coup de booster, j'allais dire, mes capacités, de booster mon habilité et mes sens pour m'aider à survivre à cette situation. Donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui nous donnent des idées sur, on va dire, sur comment vont se comporter un peu ces personnages dans le jeu, et quels avantages et désavantages et quelles capacités, quelles compétences on pourra nous déployer si on incarne ces personnages-là, ou en tout cas ensuite, quand on aura cette possibilité de constituer des équipages, comment justement on pourra jouer pour constituer un équipage le plus équilibré possible, et puis aussi le plus adapté selon les missions qu'on choisira. Donc il y a vraiment tout un... Ouais, absolument. Tout un champ En énorme. fait, au-delà même de l'équipement de ton vaisseau, tout ça, il y aura une espèce de méta autour de la composition de ton équipage selon les différentes espèces qui vont peupler tes membres d'équipage. Donc, on peut voir que enfin, dans ce qui a été dit, hein, la dernière fois, les Sogmiens, ils ont une affinité avec leur système de phéromones là, qui leur permettrait peut-être, hein, c'est de la spéculation là-dessus, d'avoir euh, d'avoir une facilité par exemple, d'interagir avec la faune de certaines planètes. Les Myris auraient des résistances au poison, avec, comme tu disais, un système de concentration. Les Usturs seraient plus à l'aise avec la technologie. Voilà, tout ce genre de choses, en fait, qui va rentrer dans les caractéristiques de chaque personnage, quoi. Donc ça, ce sera des choses à prendre en compte, ouais. Vous parlez d'Ustur, de Nier, ça, mais je vois il y a pas mal de nouvelles personnes dans le chat. Est-ce que tu résumerais très rapidement le concept de... Ok, donc en fait, il y a 3 factions dans le jeu, qui sont donc les Muds, qui sont les humains. Manus Ultimus Divina, qui est donc la faction humaine principale au sein du Conseil de la Paix. On a donc les Usturs, qui sont une civilisation d'androïdes, en fait, hein, qui était à la base une IA, qui s'est séparée en plein d'entités individuelles, parce qu'ils sont en quête pas forcément de connaissances, mais comment dire, ils sont en quête d'éveil spirituel, on pourrait dire, presque. Ils cherchent à comprendre la vie organique, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'individualité, qu'est-ce que c'est que la conscience de soi-même. Ils sont un peu dans cette quête un peu philosophique. Donc, évidemment, il y a un système chez les Usturs de rang, en fait, où leur nom change en fonction de leur niveau d'élévation. Ça aussi, c'est un truc qui va se traduire dans le gameplay. Et on a le consortium Oni, enfin, qui est la 3e faction, qui est une alliance, en fait, entre différents peuples extraterrestres, qui ont chacun leur spécificité, mais qui ont su mettre leurs différences de côté pour faire front, en fait, dans la guerre de convergence, hein, qui est un des événements importants de Star Atlas. Mais au moment où commence le jeu pour nous, ces 3 factions sont en paix, car suite à la guerre de convergence qui a fait beaucoup de dégâts, une entité politique s'est formée, donc on appelle le Conseil de la Paix, qui est devenu une espèce d'ONU, en fait, hein, de la galaxie, quoi, avec les 3 factions principales. Mais à côté de ce Conseil de la Paix qui gère des zones de sécurité, en fait, pour chaque faction, il y a une zone un peu tampon, une zone médium, et une zone de haut risque, qui est une zone complètement hors la loi.
Et dans ces zones un peu en dehors des règles, il y a des sous-factions, hein, des factions qu'on appelle les factions bannies, qui sont les Ecos, qui est une faction d'humains à la base, hein, qui s'est séparée de l'humanité pour suivre leur propre voie, et les Jorvik, qui sont une assemblée de pirates. Donc voilà, ça c'est un peu le théâtre général pour le lore de Star Atlas au moment où le jeu commence, quoi. Et j'ai mis. On va un peu rentrer dans les détails de tout ça. J'ai remis le lien. Vous m'entendez ou pas? Tu m'entends? Des fois, je m'interroge. Ouais, vas-y. Ok, cool, comme mon mic, il déconne. J'ai remis le lien vers une vidéo que j'avais fait sur le sujet. Donc, si vous êtes nouveau, allez voir cette vidéo. Ça reprend tout ce que vient de dire Winston. Voilà, donc si vous avez besoin de réécouter, je l'ai mis dans le chat du Brou et également dans le channel créateur de contenu. Voilà. Magnifique miniature, Morpheus. Dis-moi, Winston. Ouais, je me disais... on va peut-être passer aux questions du coup. Ouais, c'est ça. Profitons pleinement de la présence de notre invité pour essayer d'attaquer directement sur des questions chaudes, bouillantes. Oui, voilà, c'est ça. On va pouvoir rentrer dans les détails de tout ça un peu. Là, on a eu plein de questions, des questions très spécifiques d'ailleurs aussi. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va essayer d'aller sur les plus pertinentes et récupérer des petites infos exclusives pour la commu FR. José, are you ready for question and answers? Yeah, and to be honest, I was impressed with the summary that you guys did about our lore. That was pretty complete. Congratulations, you guys have been following everything. Thanks, my friend. Ouais, donc José était assez impressionné par les questions qui ont été posées par la commu FR de Star Atlas, qui des questions voilà, très pointues. Il y a certains d'entre vous qui ont très bien suivi les newsletters et tout ça. Allons-y, hein, du coup. On peut commencer la session questions-réponses. Si à un moment, vous voulez rebondir sur quelque chose ou si vous avez une question particulière, n'hésitez pas. Si vous êtes anglophone, posez peut-être votre question en anglais directement pour que José puisse comprendre, sinon on traduit, il n'y a pas de souci. Okay, so first question, José, would be regarding the newsletter lore. So the first few publications from the newsletters, we followed the adventures of Iago and Agent Wen, and their ship crash, they end up on the planet with some creature that pursues them for a while. Just wondering, at what point exactly are we in the Star Atlas timeline during these newsletter publications? Yeah, that's a great question, friend. The weekly reports that we had before we started the whole lore publications, they were focused on bringing a little taste of how the universe of Star Atlas would be. And I think that's super cool that you guys remember those publications because they are super important for our plans moving forward. And this is something that I saw in your questions and we'll be speaking about them. You guys will be seeing some characters that appeared on the weekly report lore coming back, especially in Never Alone. To answer your question directly, Agent Wen and Iago, they are like living nearly in the simultaneous time as we are right now in the lore. The events of Never Alone, they are the latest releases in terms of lore. Those things are happening right now after the Council of Peace existence, after the Convergence War. This is the current days of Star Atlas. This is where the players are as well. So all of us are now together in this conflict that has started in the Medium Zone, and that's the scenario where the plot of Never Alone happens, and that's the plot that's going to take us to Sage and every other product that's released in Star Atlas. Tell me if I'm saying too much because I think you need to translate back, so if you want me to stop at any point, let me know, okay?
Sure. Okay, let's translate that. Alors donc alors la question déjà c'était dans les premières publications en fait de la newsletter, on suivait donc les aventures de l'agent Wen et de Yago, hein, son compagnon Myriz, qui s'écrase sur la planète Gerio. Et alors ça a été toute une série en fait des premières newsletters. Et ce que José nous raconte, c'est qu'en fait ces newsletters du début, hein, mine de rien, c'est assez important parce que c'était à la fois pour nous permettre d'avoir un petit avant-goût de à quoi ressemble l'univers de Star Atlas, ce à quoi on peut s'attendre en fait en termes d'ambiance d'univers de science-fiction. Et c'est donc des histoires. En fait, toutes les histoires de la newsletter, c'est des choses qui se passent en ce moment en termes de lore. C'est-à-dire que c'est pas du passé ancien de Star Atlas, c'est tous les événements qui nous amènent donc au moment où le jeu va sortir, où les factions commencent à revenir dans la zone médium, hein, et où on va donc se retrouver avec Sage au moment où nous, les joueurs, allons commencer à prendre notre place dans cet univers, quoi. Donc tout ce qu'on lit dans les newsletters, que ce soit les aventures de l'agent Wen, les différentes histoires à droite, à gauche, elles servent à planter le décor en fait, le passé immédiat, on va dire, juste avant que nous on prenne place en tant que personnage dans cet univers, quoi. Ouais, oui, très intéressant et vraiment une des choses là qui m'a fait tout de suite sursauter, c'est quand José justement a dit que les personnages, enfin certains des personnages que nous avons pu voir apparaître dans le fil de cette histoire de l'agent Wen et de Yago, eh bien ces personnages-là, certains de ces personnages vont apparaître dans Never Alone. Donc voilà, dans ces missions-là qui sont en train de se dérouler autour de Sand, on va voir certains de ces personnages faire leur apparition. Et il a aussi bien précisé que le lore qui est déroulé là dans Never Alone, hein, donc vous avez vu, chaque fois que vous accomplissez une quête, vous avez une petite histoire qui l'accompagne. Alors des fois c'est juste un truc assez anecdotique, j'allais dire, et puis des fois ça plonge assez profondément dans le lore. Pareil, je vais prendre le temps de traduire tout ça, vous inquiétez pas. Et donc tout ça pour dire que ça c'est vraiment les derniers événements au niveau de l'or, au niveau du lore, au niveau de l'histoire de Star Atlas qui sont en train de se dérouler. Ils sont là en train de nous arriver via Never Alone. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette campagne sociale parce que pour moi elle est vraiment très vivante et elle est très divertissante, quoi. Voilà, moi je m'éclate beaucoup plus sur Never Alone voilà, que sur d'autres choses qu'on va pas nommer. Et donc voilà. Et donc ce qui est en train de se dérouler, tu me corrigeras Winston si j'ai pas bien compris, mais ce qui se déroulait avec dans les aventures de nos deux comparses, c'est quelque chose qui se déroule dans les temps présents, quoi. C'est vraiment proche autour de cette période actuelle, quoi. Autour là, on est en 2623, me semble-t-il, c'est ça, 2623, avec cette incursion du Conseil de la Paix dans la zone à risque moyen, pour dire stop, on arrête, la fête est finie, quoi. Les Jorvik et les Ikos, vous allez rentrer dans les rangs, vous allez vous calmer. Et alors, ouais, après tout ça, on peut être remis en question, hein, le bien, le mal, qui est le gentil, qui est le méchant, voilà, tout ça, ça peut prêter à débat. Mais voilà, on est en cette année 2623. Et l'histoire se déroule, et l'histoire de nos deux comparses est très proche de ces événements-là, quoi. Ouais. Alors juste pour rappeler, du coup, après la guerre de convergence, donc qui est donc le conflit où les trois factions ont fait un espèce de ruée vers l'or, vers donc le centre de la galaxie, hein, le cataclysme, hein, avec ses ressources très rares. La guerre s'est terminée. Les factions ont retiré un peu leurs troupes. Chacune est donc rentrée dans sa zone de sécurité. Et ils ont laissé du coup un vide de pouvoir en fait dans la zone médium et la zone à haut risque. Et toutes ces zones où il y avait des planètes qui ont commencé à être colonisées et tout ça ont été laissées un peu à elles-mêmes. Donc ça a été repris par des gangs de pirates, des seigneurs de guerre, des factions un peu alternatives, notamment les Écos. Et justement, là, en fait, le lore qui est publié dans les newsletters nous donne un petit aperçu de à quoi ressemble la vie dans cette zone médium, par exemple. Toutes les factions qui peuvent opérer dans ces zones-là, les différents personnages qu'on peut y rencontrer.
voilà, c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve en ce moment avec Sage et Never Alone, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. And José, I suppose you will continue to write the story of Agent Wen and Iago? Yes, for sure. It's on my timeline. It might not come as weekly reports, but their story will surely be part of the Star Atlas universe lore. Yeah, because we are waiting. Since the last adventure, hey, there is a lot to come and lot of interrogation. Yeah. Yeah, and it's pretty interesting because some of the characters that lived on Agent Wen stories and narratives, they will appear now in Never Alone. And there will be a small time skip, like of maybe max 1 year. So you guys will be like, what happened? This guy's here now. So yeah, there's a lot of stories coming out regarding this. So yeah, I don't want to jump into too much of that because I want to focus on your guys' questions. So clear. Oui, donc il vient de nous dire, il vient de répéter à nouveau que effectivement certains des personnages que l'on a pu voir dans l'histoire de l'agent Wen et de Iago vont apparaître là dans Never Alone. Et en fait, il y a un battement de temps d'à peu près 1 an. Qui se sera écoulé, on va dire, entre ce qu'on a pu lire de ces aventures et le moment présent. Et donc, ça va nous emmener à nous interroger, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps, justement? Et tiens, pourquoi, d'un seul coup, lui, ce personnage-là, il apparaît là, alors qu'il a joué ce rôle-là dans l'histoire, enfin, dans l'histoire précédente là, de Iago et de l'agent Wen. Et donc, plein d'interrogations, plein de questions qui vont en émerger, quoi. Donc, c'est super intéressant. Et en même temps, je lui ai demandé est-ce qu'il allait continuer à dérouler l'histoire, à continuer à écrire cette histoire. Il a dit oui, bien sûr, que ça arrivera peut-être pas sous forme de newsletter, là, comme on avait l'habitude de le voir arriver, quoi, sur les médiums, mais ça arrivera justement peut-être là, au travers de Never Alone ou d'autres sources. Petite parenthèse très rapide, si certains d'entre vous, pareil, ne savent pas du tout de quoi on parle, des aventures de l'agent Wen et de Iago, j'ai traduit vraiment les premiers épisodes sont sur mon site internet, donc allez-y, c'est traduit, quoi. J'ai pas tout traduit, mais j'ai traduit les premières aventures, ça vous placera au moins dans le contexte. Et vous comprendrez où on en est, surtout qu'il y a énormément d'éléments pour le futur gameplay dans ces histoires-là, quoi. Comme dans la BD, dans ces histoires-là, je le dis et je le répète, il y a énormément d'éléments pour votre futur gameplay, pour préparer votre gameplay, que ça soit dans Sage ou dans Engine 5. Winston, est-ce que tu permets que j'attaque que je continue avec la question là que j'avais dont je t'avais fait vas-y, je t'en prie. Ok, je te laisserai faire la traduction si tu veux bien. Ça marche. Ok, José, next question was simple but deep, and it is, can you tell us some little things or little more about the Tufas, the mysterious Tufas? It's not a simple question at all, friend. The Tufas are the biggest secret in Star Atlas history, you know? Like, in terms of lore, if you guys asked me, like, Jose, which is the one that you don't want to give spoils about, I would say the Tufas. Because the Tufa lore is the main driver of Star Atlas. In a sense, I would say that if you are... let's say if you are not looking at the Star Atlas galaxy by the stand view of a player, the Tufas might be even the protagonists of the story, if I could say it like that. So I would talk about anyone but the Tufas. That's great. I'll tell you a little bit about Photolis, I'll tell you about the other species. I saw that you guys asked a very interesting question about other species and factions of the Star Atlas universe, and I'm open to talking about all of them, but let the Tufas rest for a bit, because
there will be Right. some surprises regarding them by the end of the year, for Right, sure. right. But anyway, it's great. The answer you gave is full of information. So it's great. Thank you, my friend. Yes, it is. It's very, very, very precious. Yeah. Tu veux traduire, Winston? Ouais. Ouais, donc voilà, m'en fait juste demander donc si on pouvait avoir plus d'informations sur les Toufa. Bon, José ne veut pas trop en révéler parce que les Toufa sont donc probablement, si on devait faire un ranking des plus grands mystères de Star Atlas, clairement les Toufa sont au centre de tout ça. Donc une race de créatures métagéniques, comme ils appellent ça, donc des personnages un peu humanoïdes mais qui ont une forme minérale en fait, hein, qui prennent le contrôle de vaisseaux qui ressemblent à des astéroïdes, qui peuvent prendre forme humaine aussi, mais ce sont donc des créatures qui sont au centre de l'histoire de Star Atlas. On pourrait même dire que ce sont probablement les protagonistes principales, si on peut dire ça. Ouais, c'est ça qui était vraiment là super pertinent dans la réponse qu'il a donnée. Ouais, voilà. Parce qu'en même temps, là, il nous a dit, il veut pas en parler parce que voilà, c'est vraiment la clé de tout un tas de mystères autour de l'histoire de Star Atlas. Et en même temps, rien que le fait de nous partager ça, c'est déjà un beau cadeau, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous faites pivoter cette perspective, votre regard, et on se rend compte que ces êtres dont on en sait le moins et qui pour l'instant étaient le moins sous les projecteurs, eh bien, apparemment, c'est les plus importants. Iris is okay. Oui, en fait, on a juste vu les vaisseaux au début. On savait que c'était des vaisseaux parmi les plus rares, comme les vaisseaux Photoli d'ailleurs. Mais on avait très très peu d'informations, et aujourd'hui encore, on en sait très peu. Mais bien qu'avec la BD, on peut commencer à tisser des liens entre le Génésium, le Cataclysme, on peut spéculer un peu là-dessus. Mais oui, voilà, Iris is king. c'est vraiment ça. Et c'est d'ailleurs un peu, je pense que le lore des Toufa est un peu en lien aussi avec le fameux. Il y a un petit concours qui est en cours avec les BD, notamment avec les messages cachés dans les BD, où il va falloir déchiffrer la clé d'Iris et peut-être accéder à quelques récompenses à la fin, une fois qu'on aura les 18 épisodes. Et je pense vraiment que la clé de ce mystère, c'est pas juste de traduire l'alphabet et de traduire les messages, c'est comprendre ce que les messages veulent dire. Je pense que les Toufa sont vraiment au centre de ce message. C'est pour ça qu'évidemment, ils ne veulent pas trop nous en dire non plus. Mais du coup, on va éviter les questions là qu'on avait qui étaient un peu dirigées vers les Toufa, puisque... Moi, j'aimerais bien parler des Photoli quand même. Ouais, mais tu veux dire en lien avec les Toufa ou indépendamment? Les deux. Parce que justement, là, comme il vient de nous dire que voilà, c'est un sujet qu'il voulait pas, sur lequel il voulait pas lever trop le voile. Après, tente ta chance si tu veux, hein, mais. Non, on peut parler. Il y a des choses à dire sur les Photoli, même en dehors du lien avec les Toufa. Ouais. Moi, je propose de passer à la prochaine question, du coup. José. Donc, la prochaine question, c'est hormis Ar et Fa, est-ce qu'il y a d'autres Photoli qui sont connus du grand public de la galaxie? Donc, Ar, qui est le Photoli qui élève les êtres humains vers l'espace. Donc, on a eu la première introduction de ça avec les posters de Rebirth, et Fa, qui est donc un Photoli qui apparaît dans la bande dessinée et qui est donc au centre, qui est l'attraction principale, on va dire, du Festival de Sol, qui est donc un festival religieux, on peut le dire, sur la station Mondrasset. Et donc on voit qu'il y a toute cette espèce d'ordre religieux de la lumière des Photoli, et qui ont certaines capacités d'ailleurs à détecter ce qu'ils appellent dans la BD la magie Photoli, qui est une espèce de forme d'énergie en fait qui est pas censée être accessible à tout le monde. Donc on a le Ustur Timbo qui en a fait un espèce d'appareil et qui se fait pourchasser donc non seulement par la police locale mais aussi par les adeptes de cette religion qui arrivent à tracer justement l'énergie de tout ce qui vient des Photoli en fait. Donc
Est-ce que donc, à part ces deux personnages nommés, il y a d'autres photolies connus du grand public? Et si oui, est-ce qu'on parle de dizaines d'individus, de centaines, de milliers? Est-ce qu'il y a une société photolie? Est-ce que c'est des individus qui agissent chacun pour leur propre agenda un peu caché? Voilà la question. So, Jose, aside from R, which was introduced in the Rebirth campaign, and Fa, who I think appeared in the comic book, is there any other photolies that are known from the public in the galaxy? How many photolies are out there? Is it like a dozen, hundreds, thousands? Is there organized society within the photoly, or is it lone individuals acting for their own agenda? What can you tell us about these species, which is still pretty mysterious? Yeah, great question, friend. Star Atlas likes to leave breadcrumbs in everything, and you guys have grasped lots of them. I can see from the questions that we have in the sheet that you guys sent me, and I always like to point out that you can discover lots of secrets about the lore if you take a close look to the assets and things that we drop in the game. So, for example, about your question of other photolies being known to the public, there is a very special photoli, and this links with other questions that you guys sent me, that works on Rainbow Industries. If you pay attention, you see that in one of the posters there is a photoli named Om that appears in one of those posters. And this Om is the same Om that appears in the ship Rainbow Om. So yeah, there are other photolies that exist in the Star Atlas galaxy, and one interesting thing about them is that they have ranks. Yes, I would say that photolies have two important ranks. I'll not disclose those names, but I'll tell you that there are photolies that resemble the other species of the galaxy, and there is another tier where photolies like R, Far, and Om belong to, and they make up like 1% or less of the photoli population. Those photolies, they are the really strong and not almighty, but powerful beings that you see, for example, that can do what R did, like cast a spell in the whole humanity. You know, those beings, they are very complex existence. They have their own agendas and etc. And the other photolies, most of them live by trying to figure out the way to ascend and acquire the powers of those, to reach the same level of those other photolies. So yeah, this is a lot of alpha. David, please don't fire me, because I need to take care now, because we have people from Star Atlas here. So yeah. Fabuleux, fabuleux. Ok, donc. Yeah, I need to take care all of the brews, even the French brew. Yeah. I risk getting fired because I'm spilling alpha, you know? This is a trap. Nah, this is a trap. Nobody's snitching. It's a trap. Okay, French trap. I didn't have the push to talk button. I forgot that it was him. But there's still time. We don't have to translate what you said. On n'a pas besoin. On peut garder ça entre nous, ceux qui comprennent l'anglais, puis on dit rien aux autres. Voilà. On garde ça. Tu te lances? Ça ne sera pas d'internet. Ok, alors pour la question des photolies, alors. Donc oui, en effet, il y a d'autres photolies qui sont connues du grand public. Et si Star Atlas aime bien laisser des petites miettes d'informations à droite à gauche, et ceux qui auront été le plus attentifs auront peut-être remarqué un nom qui ressort à la fois dans les posters Rebirth et aussi dans un certain vaisseau. Et ce nom, c'est Om, donc qui est à la fois le nom d'un poster, mais qui est aussi donc le nom du Rainbow Om, il a donné son nom à un vaisseau.
Et donc ça, c'est un autre photoly important au même rang que Ar, par exemple, ou Fa. Je viens de partager l'image du poster dans exactement, voilà, les refs. Et donc oui, en effet, il y a une société photoly avec, on va dire, 2 rangs. Alors ça, c'est une info qui n'a pas été donnée ailleurs. Donc, stressé un peu, José. Il y a 2 rangs chez les photoly. Il y a les photoly, on va dire, un peu supérieurs, donc comme Ar, Fa, Home, qui ont leur propre agenda, qui sont des individus qui agissent un peu sur une autre sphère de conscience qu'on comprend pas forcément. Mais il y a aussi d'autres photoly qui, eux, ressemblent un peu plus aux autres espèces de la galaxie et qui, par contre, cherchent à comprendre comment accéder à cet état d'existence supérieure pour accéder notamment à des pouvoirs qui sont pas non plus des pouvoirs ce sont pas des dieux, hein, ce sont des extraterrestres qui ont accédé à un certain niveau de technologie et d'existence, quoi. Mais ils ont des pouvoirs nettement supérieurs. Par exemple, Ar qui a pu lancer entre guillemets un sort sur toute l'humanité pour les élever vers l'espace. Subjuguer toute l'humanité, littéralement. C'est un espèce de Saruman, lui. Hein. Ouais, c'est ça en fait, littéralement. If I may add a little bit of spoiler here, then I'll tell you guys that there are other missions in Never Alone that will talk about a Photoly and his endeavors in Galia Expanse. So you guys will see firsthand what happens when Photoly meet other species. And yeah, sometimes good things happens, sometimes bad things happens. So it's always wild when Photoly is coming to play. Yeah, I suppose that they don't have the same vision of what is good and evil. They are yes, most of them are beyond what a human vision of what's good or evil is. So I'll give you an example, not that this happened or will happen, but a Photoly may try to help in species, and by doing that it will advance the technology of the species so much that they basically destroy their planet. You know, something like this. Okay. Yeah, like humans. Like humans. I said there's nothing like that. I'm not saying this. You guys are. Ok, donc on va avoir dans la campagne Never Alone des éléments de lore où il y a des photoly qui vont apparaître et ça va nous permettre de voir justement ce qui se passe quand des photoly interagissent avec les autres espèces de la galaxie, pour le meilleur ou pour le pire. Parce que de temps en temps, un photoly va vouloir aider une espèce, mais en apportant son aide, ça peut avoir des conséquences inattendues. Par exemple, on peut, ce qui s'est passé pour les mods, on peut aider une espèce à s'élever vers l'espace, mais dans le même temps, ça va détruire leur planète d'origine. C'est beaucoup de pouvoir beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités. Et les photoly, je ne sais pas s'ils se rendent compte forcément à chaque fois de ce qu'ils peuvent déclencher. Ah oui, parce qu'ils raisonnent pas comme nous, quoi. Hein. C'est ça. C'est exactement de toute façon cette question qu'on se pose nous en tant qu'être humain. Alors oui, il y a sûrement de la vie dans l'univers, mais elle ne perçoit pas le réel ou elle n'a peut-être pas un mode j'allais dire de fonctionnement de la pensée qui s'apparente à la nôtre, quoi. On peut pas imaginer des choses qui sont aussi loin et aussi inimaginables. Voilà, on ne peut imaginer que ce qu'on est capable d'imaginer avec notre cerveau d'humain. Donc c'est très intéressant et pour moi c'est super intéressant de justement tout ce travail que José fait autour de tous ces peuples extraterrestres, parce que certains peuvent être assez faciles à façonner finalement par la pensée humaine, hein, comme les Sogmiens ou les Mirs, où on retrouve plein de caractéristiques qu'on retrouve chez les humains, mais de manière exacerbée selon ces différents peuples. Mais les Photoly, eux, ils sont à un autre niveau, quoi. C'est autre chose. Alors comment penser un peuple, son lore et son fonctionnement quand il se situe au-delà de notre pensée, quoi. On avait une question de Khazar un peu plus tôt
j'aimerais demander à José, puis même aller un peu plus loin. With regard, je la pose en français d'abord. Donc, considérant le lore qui a été, toute l'histoire qui a été écrite jusqu'à présent, est-ce qu'il y aura une collaboration active entre l'équipe qui écrit le lore pour le jeu et l'histoire de la BD en fait, qui va continuer de sortir, parce qu'on sait du coup des précédentes interviews qu'on a fait dans les Atlas Books qu'il va y avoir d'autres volumes de la BD à l'avenir. Est-ce qu'il y aura une collaboration du coup entre le lore en jeu et l'histoire de la BD qui va continuer de dérouler quoi? So José, we had a question from the public here in the Atlas Brew from Kazar. With regards to the lore that was developed so far, will there be active collaboration in the future between the comic book and the lore written for the game? And if I could add just a little bit more to that question, so we know by reading now that the comic book is leading us little bit by bit to the Convergence War. Will the future comic book go beyond that, and will eventually the comic books catch up with the actual in-game lore? Yeah, great question, friend. Yes, everything is intertwined in Star Atlas. Like every piece of lore that we write has a connection with the whole narrative and story of Galia Expanse. So what you guys are reading now on Core will reflect later on how the universe of Star Atlas work. By the end of Core and the whole comic book, you guys will understand exactly what happened in the Convergence War and why. We are losing you, Jose. Oh, is it bad? Can you guys hear me? You guys. It's the Usturs. They're making interferences. Oh, yeah. I'll reconnect. I'll reconnect. Just. Yeah, it's good. It seems to be good. On se fait hijacker. Ouais, donc. Can you guys hear me now? Okay. Is it better? Yeah, it's better. Yeah, it's good. Awesome. Right. Great. So as I was saying, the graphic novel, it intertwines with the lore that we are creating in the newsletter, in Never Alone, and in the game, and everything works together. So right when we finish Core, you guys will know how everything happened from the period before the Convergence War to the end of the Convergence War. And this will allow you guys to understand how the universe of Star Atlas came to be as it is now. So why do we have the Council of Peace? How the Titan, the Busan Last Stand was created? What's the Tufa role on everything that happens in Star Atlas? And where we are now. And by following the current story, you guys will see lots of Easter eggs of things that happen in Core as well. So yeah, it's interesting to keep tabs on everything because those things, they speak to one another. And yeah, there's lots of cool connections between the lore. And what was the second question that you asked? The second part was, I was wondering if, so we're getting 18 episodes of Core right now. So what you're saying is, when you say when Core is over, we will understand. Is that the 18 episodes, or is that also including the future? No, there will be lots more. Okay, yeah, that's what I thought. Yeah. Core is just like the prelude. There will be other materials. I don't know if I should have said that, but okay. We know already. They solved the beans before. Oh, awesome. Donc, vous avez tous sûrement un peu compris, en tout cas, une partie de la réponse. Et la réponse était oui, effectivement, tout est interconnecté, que ça soit la BD, que ça soit les histoires écrites autour de Wen et de Yago. En fait, tous les éléments, tout ce qui est écrit, tout le lore, quelle que soit sa source et quel que soit le média sur lequel il se déploie, est interconnecté. Et les différentes personnes qui travaillent sur le
l'or, dont José, il n'est pas le seul, eh bien, sont en communication non seulement entre elles, mais aussi toujours également avec l'équipe qui construit le jeu, pour que tout cela ait toujours une cohérence et que ce qu'on trouve dans le lore se reflète dans le jeu d'une manière directe ou indirecte. Hein. Qu'il y ait, j'allais dire, des résidus de certains événements ou alors certains protagonistes encore complètement actifs. Ok. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement cohérent et surtout, ce qu'il répète sans arrêt, c'est extrêmement vivant dans le sens où il y a des éléments qui apparaissent aussi sous forme, qui peuvent aussi apparaître comme sous forme d'objets, hein, qui seront présents ensuite dans le jeu. Je pense là par exemple au vaisseau qu'on a pu voir dans Core, hein, le vaisseau des protagonistes là. Ce calico bien particulier. Bon, tout ça pour dire que tout est toujours extrêmement vivant, extrêmement actif. Et aussi, ce qu'il nous disait, c'est que en suivant les histoires qui se déroulent dans Core, et puis les histoires ensuite qui se déroulent là dans Never Alone, ou les histoires de Yago, etc., tout ça va nous permettre de vraiment comprendre l'intégralité de l'histoire de Star Atlas, c'est-à-dire de ce moment avant la guerre de la convergence, ce qu'on est en train de voir là dans les BD, hein, dans les BD de Core, et ce qui se déroule pendant la guerre de convergence et comment ça va façonner justement tout l'univers de Star Atlas, comment ça va donner naissance au Conseil de la Paix, comment certains protagonistes vont émerger puis disparaître. Bref, on saura tout, quoi. On saura tout. Et ce qu'il a lâché aussi, c'est que il y a d'autres médias, on va dire d'autres supports qui vont aussi dérouler d'autres parties de l'histoire de Star Atlas, quoi. Donc on sait qu'il avait déjà été question à un moment d'une émission radio avec, j'allais dire, une histoire qui se déroule en live sur la radio, enfin une histoire contée, c'est ça que je veux dire, mais il y aura sûrement d'autres éléments écrits, d'autres supports qui vont venir nourrir tout ça. Et enfin, il disait que voilà, qu'il faut vraiment être attentif à toutes ces différentes choses qui se déroulent, autant la BD, Never Alone, qu'évidemment les écrits qu'on peut retrouver sur les médiums, parce qu'il y a des easter eggs, c'est-à-dire il y a des éléments cachés et mystérieux qui donnent des clés sur des choses fondamentales. Donc c'est à vous ensuite de faire ce travail, enfin ce travail, enfin en tout cas cette démarche de recouper ces différents éléments, et déjà avec ce qui est là, c'est-à-dire entre les BD, les écrits, Never Alone et tout ce qui arrive, vous pouvez faire émerger des informations qui n'ont pas encore été, verbalisées, mais simplement en recoupant les choses, vous pouvez déjà comprendre énormément de choses, et donc prendre énormément d'avance sur ce qui vient, quoi. Et justement, vous préparez au gameplay, quoi. Et quand il y a certaines choses qui vont apparaître, je sais pas, peut-être que dans Sage, à un moment, on va avoir une planète ou un protagoniste en particulier qui va apparaître, ou une situation, et vous, du fait d'avoir déjà fait ce travail en amont, vous comprendrez rapidement que là, il se joue quelque chose d'important, et que il faut peut-être aller dans ce système stellaire avant d'aller dans celui-là, pour pouvoir trouver quelque chose de particulier. Là, je spécule, hein, attention, là, je fais du théorie-craft. Mais tout ça pour vous dire que ça va se répercuter de manière active dans le jeu. Tu es revenu parmi nous, Winston, ou pas? Yes. Ouais, on peut passer à la prochaine question. Du coup, revenir un peu sur les photolis. J'avais encore une petite question en plus là-dessus. Alors, la question, en fait, ça concerne le lien qui semble apparent entre les ustures et les photolis. Si on suit un peu justement les messages cachés dans la BD, l'ancienne alphabet Usture, on remarque que la marque Rainbow, hein, donc la marque qui emprunte à la technologie Photoly, elle ressemble justement à un caractère de cet alphabet. Et également dans Core épisode 4, hein, le 4e épisode de la BD, on voit il se passe en fait des choses en rapport avec la fameuse magie Photoly sur la station Bondra 7. Hein, par rapport aux événements qu'on a évoqués plus tôt. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'interlude dans la BD. On change complètement de lieu. On a des personnages inconnus qui apparaissent, des Ustures, sur un autre endroit dans la galaxie. Et donc, on voit un Usture
ce qu'on appelle un elder ou un teacher, je sais plus c'est quoi son rang, mais un ustur de haut rang en tout cas, qui est informé donc d'une anomalie sur justement cette station Bondra 7. Alors donc il semble y avoir un lien entre les usturs et les photolies. Alors je voulais savoir un peu plus sur la nature de ce lien. Qu'est-ce que José pourrait nous dire là-dessus, quoi. So José, I have a question about the photoli again and the link between the photoli and the ustur, because in the if you look at the ustur alphabet that was revealed with the hidden messages in the comic books, we can notice that the rainbow brand of ships looks a lot like the logo of the brand looks a lot like a character in ustur alphabet. And also in the comic book, in episode 4, we have a bit of an interlude at some point, because some events are happening on Mondra 7 related to photoli magic, or whatever you want to call it. We are transported to another place with unknown characters who are usturs, and this elder ustur is in form of a rouge or rogue anomaly on Mondra 7. So can you tell us a little bit more about that? Like, what exactly is the link between the ustur and the photoli? Because there definitely seems to be something there. That's a very interesting question, friend. But what you are asking me, and if this was the case, to be a link over there, if I tell you what the link is, I'm going to spoil major relationships between species in Star Atlas. I'll not answer you directly, but I'll try to offer you something in return for not answering this directly, by saying that the ustur culture is very ancient in Galia Expanse. But the current usturs, like the ones that live nowadays, they have very, very few knowledge about what happened in their species past. Maybe other species, like some of the photolis, might know more about that. But yeah, this is one of the great mysteries of the Star Atlas galaxy as to the origin of the usturs. And it's also one of the reasons where the usturs are the species with the most number of archaeologists in Star Atlas galaxy. Another interesting stuff that I don't know if you spoke about this on the summary that you did early on about the usturs lore, is that the usturs, they have a shared conscience among their species, right? Members of the ustur species, they can access what's called the elder's conscience within their species. Like, they can understand or they can look into data that comes from other usturs' previous life. And it's pretty interesting to see that the usturs, they have a path of ascension. And the more they ascend on this path of ascension, more they know, more they learn about their species' shared conscience and their past as well, or what their species as a whole has uncovered about their past. And curious enough, when an ustur reaches higher ranks of this journey, some of them go mad, some of them go crazy, or some of them simply stop working or living. So yeah, there's a lot of secrets regarding the ustur's past knowledge and experiences, and unfortunately I'm not allowed to share more than this now. But yeah, there are surely lots of cool stuff regarding usturs, especially about their past and relationship with other species. Oh, thank you. I'm sure there is. Thank you. That was really interesting. Yeah, some of the details you just said there. We can speculate more about that. Yeah.
Yeah, I'll let you translate, and then I will propose a topic of my own, if that's okay. Yeah, absolutely. Yeah, sure. Tu traduis tant que c'est frais, Winston? Ouais, alors, les ustures et les photolies. Il y a clairement un lien entre les deux, mais bon, ça, encore une fois, comme le lien entre les tufas et les photolies, ça touche au grand secret de Star Atlas, donc il va pas s'étendre trop sur la question, mais il nous a quand même donné quelques petites infos. Donc, les ustures, en fait, c'est une espèce qui est très ancienne, mais les ustures qu'on voit actuellement parcourir le monde de Star Atlas, c'est pas forcément les ustures qu'on a connues, qui existaient autrefois. Ils ont très peu d'expérience de la galaxie, en fait. Parce que les ustures, à la base, c'était donc une espèce qui était une intelligence artificielle commune. C'est comme on appelle ça, une conscience de ruche un peu. Hein. C'était un individu, quoi, qui s'est divisé en plein d'autres, d'individus qui cherchent à comprendre un peu donc la vie organique, tout ça. Donc ils ont divisé la conscience originelle pour parcourir la galaxie et être dans cette quête un peu philosophique qu'on mentionnait au début. Donc les photolies devraient en savoir un peu plus sur la question. Et si je peux ajouter un truc, les ustures actuels, ils ont finalement très peu de connaissances sur leur passé. Ils en savent très très peu sur leur passé. Ouais, c'est ça. Ils ont en fait, au fur et à mesure qu'ils montent les rangs, parce que ce qu'on disait au début, quand tu démarres en tant que usture, tu es rang bod, ils appellent ça comme ça, et tu as plusieurs échelons en fait d'élévation de conscience après exactement, ça. Exactement. Et plus tu t'élèves en fait dans ces échelons, plus tu as de connaissances à la fois, je pense, sur ton passé et sur l'univers mentionné. José aussi, c'est que en fait, à partir d'une certaine élévation de cette conscience, en fait, il y a certains ustures qui apprennent des vérités sur l'univers. En fait, ça les fait juste bugger, quoi. Un usture qui pourrait être une personne tout à fait normale. C'est ça, parce que il atteint cet échelon supérieur et il arrête de fonctionner, quoi. Ce qu'il disait dans le brouhaha avant, il va s'asseoir sur un banc et il va regarder dans le vide comme ça et genre il va plus du tout interagir avec le monde de la même façon, quoi. Oui, parce que moi, ce que je comprends par là, c'est que... Quels sont ces secrets qui sont révélés aux ustures quand ils atteignent cette conscience collective? En fait, ça, c'est un des mystères de Star Atlas à découvrir dans le futur, quoi. Vous m'entendez encore, là, ou pas? Je m'interroge chaque fois. Avec mon micro qui saute. Donc voilà, les photolies, pareil, comme les ustures, espèces très anciennes dans la galaxie. Sauf que les ustures, voilà, sont cette espèce un peu amnésique qui sont en quête à la fois de compréhension de la galaxie, des autres espèces, mais aussi de leur passé, quoi. Exactement. Ah ouais, mais mon micro. Ouais, on t'entend. Ouais. Je disais, oui, effectivement, j'aime beaucoup. Il y a effectivement ce parallèle entre un cheminement spirituel et un éveil spirituel, et comme tu as dit, un éveil de la conscience, et que effectivement, ces échelons, ils représentent justement cette montée en conscience, et que effectivement, quand tu atteins un certain degré, j'allais dire, d'élévation et de compréhension des vérités profondes de l'univers, finalement tu te retrouves en porte-à-faux avec ce qui se passe dans le monde mondain finalement, et qu'il y a certaines choses, tu es tellement loin de ça que ça ne fait plus aucun sens pour toi, et que c'est comme ça que je le comprends, que ces ustures très éveillés spirituellement, ils peuvent se retrouver finalement à ne plus interagir avec ce monde parce qu'il n'a plus aucun sens pour eux, tellement ils sont loin. Tellement ils sont absorbés dans une sorte de contemplation ou de connexion à quelque chose d'absolu, quoi. Et que finalement, ils perdent leur ego, hein.
clairement dans beaucoup de spiritualité, l'ego il est vu comme un outil aussi nous permettant d'interagir avec le monde. Donc ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, mais qui nous permet justement d'interagir avec le réel, et que effectivement si tu perds totalement cet ego, ben, finalement tu reviens à un espèce d'état de conscience absolue, mais du coup tu n'es plus capable d'agir dans le monde. Et je trouve cette facette là vraiment très très intéressante, ouais. Et effectivement, plus ils s'éveillent spirituellement, plus ils sont capables de replonger dans cette connaissance de leur propre peuple, hein, puisqu'on disait au début qu'ils avaient très peu conscience, j'allais dire, enfin ils en savaient très peu sur leurs origines, mais en s'élevant ainsi au niveau spirituel, ils peuvent de plus en plus replonger profondément dans leurs origines, mais il y a un espèce de point, de limite au-delà de laquelle il y a ce risque de se retrouver trop loin. C'est ça. En fait, ils sont partis de la conscience collective de l'intelligence artificielle un peu omnisciente, puis qui s'est divisée en plein d'individus pour comprendre le monde. Et en fait, au final, le destin de chacun de ces individus, c'est de retourner à l'état initial. Tu vois. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. C'est chaque individu va avoir ses propres expériences, tu vois, sa propre individualité. Et puis au final, toutes ces individualités vont s'additionner pour revenir à la source. Ouais, voilà. Mais finalement, c'est vraiment une allégorie des voies spirituelles que l'on peut retrouver nous en tant qu'humains dans notre culture. Là, je parle dans notre présent, hein, c'est un peu le chemin. C'est ce chemin, j'allais dire, vers la lumière pour certains, vers le grand esprit pour d'autres, voilà, vers l'état de Bouddha pour d'autres, selon les cultures, hein. Donc j'aime beaucoup cette allégorie. Plus ça va, plus je suis attiré par les usures et qui sont plus humains finalement que les humains, quoi. C'est intéressant. Enfin, en vrai, c'est une perspective sur le personnage de l'androïde, tu vois, qui est super intéressante, je trouve, et qu'on retrouve pas souvent dans la science-fiction. Ghost in the Shell, tiens, ça me fait penser, Ghost in the Shell. Ouais, peut-être Ghost in the Shell, mais je sais pas. J'ai pas vu souvent cette prise de vue sur le robot, quoi, en fait. Tu vois. Mais on le retrouve dans Matrix aussi, hein, cette interrogation, hein, sur voilà. Mais on va peut-être laisser du coup José, il se proposait de dérouler certains éléments, en fait, voilà. Indépendamment des questions, on va peut-être le laisser nous en dire plus sur cette idée. So, José, you wanted to talk about the subject of your role. Yeah. Unfortunately, I have a call in a few minutes, but I wanted to leave this awesome conversation about the lore with some reflections for you guys to think about after I leave. And the way that we are building Star Atlas and the overall lore is we have some stories that starts on a character point of view, like for example, what's happening on Core and what's happening on Never Alone. And also we have publications that share more general lore, species, and everything that's happening in Star Atlas. Most of what we have disclosed so far is about the massive plots that happens, like the Council of Peace, the Convergence War. Those are all giant events that affect the whole galaxy. And now in Never Alone, especially Never Alone and some of our next publications, we are going to start showcasing the common life of the citizens, the planets, the different cultures, the small factions like the Order of Patra, the Panemorpha, other major factions, but outlaw factions like the Jarvik, the Eagles, and etc. And all this reality, all of those words that we spoke about, most of them are just like a small part of the universe of Star Atlas. Basically, the safe zone and the medium risk zone, which are the smallest areas inside Galaxy space. The true secrets of our game, the really, mind-blowing stuff, the things that defy reality, most of them are in the high-risk zone. And the way that this is still a few years from now in terms of gameplay,
But what we want to do in the high risk zone for you guys once you get there is to start showcasing very exotic and, you know, totally crazy worlds that all of you will need to explore and take lots of care into learning how the logic of each one of those star systems and different civilizations and etc. works. And an example of something that exists like that happened in Wen's Adventure. If you guys remember, there was a planet called Guerrillo, and there was a creature over there called Atoth that acquired the properties and qualities of everything that it ate. So if they ate a creature, he would get some of the skills or abilities or conscience of this creature. And this is the kind of crazy thing that only happens in the high risk zone. But sometimes those things escape the high risk zone and reaches the medium and low risk zone. And one example that you guys might know about this is the Miari's homeworld, Neonu, which is an actual living being in space. So this creature, at some point, escaped the high risk zone and reached the safe zone. It's not doing any harm to anyone, thankfully. But in Never Alone, we might learn about a creature just like that. And yeah, it's going to be exciting. So yeah, this is a small spoiler. Something might happen, but yeah, this is part of mission 2 and 3. So yeah, look forward to it. Okay. Great. Thank you for sharing all of this, Jose. Thank you a lot, Jose. Thank you very much. If you have to go, yeah, I have to go, but I want to thank you everyone for taking the time to listen to me. I always love engaging with the French community. You guys are awesome. So yeah, have a good day and let's play our 2.1 later today. Yeah. Tout le monde dit merci, au revoir à José. Thank you, Jose. Thank you, Jose. Merci. Thank you so much, Jose. Voilà, Thank you for coming. You're welcome back anytime. We can do this again. Awesome. Whenever. We love. Let's do it again other time. See you guys. Bye bye. See you, bro. Bye. Il doit partir. Bye, il a un call, donc il doit nous laisser. Mais il nous a lâché. On va traduire du coup sa dernière réponse où il nous disait que au final, le lore qu'on a eu jusqu'à présent dans Star Atlas, c'est le méga plot. En fait, c'est des indices qui nous amènent sur l'histoire principale du jeu, hein, les principales intrigues, les grands mystères de la galaxie, tout ça. Mais donc les Photolis, le passé des Ussur, les Tufa, la zone à haut risque, tout ça. Mais avec Never Alone et avec Stage qui arrive, on a des petits éléments de lore qui arrivent et qui vont plus se concentrer sur à taille humaine en fait. On va en apprendre plus sur les différents lieux de la galaxie, les gens qui y habitent, leur vie quotidienne, les interactions entre les différentes espèces, les sous-factions comme l'ordre de Patra, la Panémorpha, toutes ces des factions qui des fois sont seulement mentionnées peut-être une fois ou deux, genre dans les newsletters, des trucs qui sont en passant comme ça qu'on peut oublier très facilement, mais qui vont avoir un rôle à jouer dans toute cette histoire et qui sont au final une toute petite partie de l'univers de Star Atlas, mais qui font partie de l'ensemble. Donc on va se concentrer un peu plus avec Never Alone, sur le la vie quotidienne de nos personnages, quoi. Des trucs qui sont plus proches de nous, quoi, et de l'histoire principale. Et qui vont nous impacter dans le jeu, quoi. Voilà, des choses qui nous impactent directement, comme ces factions. Les factions qu'on va croiser au quotidien, quoi, en final. Tu peux resituer l'ordre de Patra?
Alors, l'ordre de Patra, c'est la Croix-Rouge en fait, hein. C'est une espèce d'association humanitaire. Alors, je me souviens pas de tous les détails de la newsletter, Ouais. mais en gros, ouais, c'est ça. C'est une association humanitaire qui vient en aide aux citoyens de la zone Ah à voilà, c'est ça. Moi, risque médium, il je me situais semble. plus, ouais. C'est Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, ce que vous voulez. Ils viennent en aide aux populations qui ont été abandonnées par le Conseil de la paix. En fait. C'est une ONG, quoi. Exact, Et exact. ouais. Et donc oui, on a tout ça. Et puis ben, ça va nous amener donc notre histoire à nous, quoi, qui va se passer dans Sage. Il va y avoir aussi donc des détails. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin sur Ah, je sais j'ai plus, un attends. trou. Ouais, Je me souviens pas. ouais, si, il a dit un truc important. J'étais en train de me le remémorer. Ah oui, ça y est, oui. Il a parlé de cette fameuse planète vivante sur laquelle vivent les Mirs. Et il a dit que c'est une planète qui Oui, finalement, c'est une entité qui s'est échappée de la zone à haut risque. Et que c'est une entité qui s'est échappée de la zone à haut risque, mais finalement, elle ne fait de mal à personne, quoi. Les Mirs se vivent dessus. Bon, effectivement, c'est chaud d'y vivre. C'est une planète qui est avec une faune et une flore assez tendues, quoi. Mais qu'elle ne fait de mal à personne dans la galaxie, quoi, cette planète. Mais qu'il va y avoir une autre entité, voilà, qui aussi sûrement s'est échappée de la zone à risque, qu'on va retrouver dans Never Alone, et qui, moi c'est ce que j'ai cru comprendre, elle sera peut-être pas aussi cool. c'est ça. Oui, il parlait de voilà. En fait, à la fin, il parlait de en fait, on- dans la zone safe et la zone médium, on reste dans de la science-fiction à peu près, on va dire, réaliste, quoi. Des choses qui pourraient éventuellement se passer. Par contre, quand on commence à entrer dans la zone à haut risque, là, on commence à avoir des choses qui se passent, qui défient un peu les lois de la physique et de la réalité telle qu'on la connaît, quoi. On va aller visiter des mondes qui seront donc potentiellement mortels pour nos personnages, pour nos vaisseaux, pour nos assets en général, Oh et yes. où les règles du jeu vont complètement changer. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Genre, il peut y avoir donc des créatures comme Atof, qu'on rencontre justement dans ces premières histoires de la newsletter avec l'agent Wen et Yago, qui est donc Atof, une créature qui absorbe toutes les autres créatures vivantes qu'elle rencontre, mais qui absorbe à la fois leur mémoire, une partie de leur identité, de leur ADN, et donc qui est cette espèce de mutant absolu en fait qui est un blob en fait qui absorbe tout et qui se crée de nouveaux pouvoirs en fonction des êtres vivants qui l'intègrent dans son organisme. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut rencontrer dans la zone à haut risque. Pareil, la planète Nono, qui s'est donc échappée, entre guillemets, mais si on lit un peu le background de Nono, c'est qu'il y a eu un astéroïde qui est tombé sur la planète. Et si on recoupe ça avec les éléments de la PD, par exemple, on peut assumer que cet astéroïde était peut-être chargé en génésium, hein, tu vois, et que Tout à du fait. coup le génésium qui était dans l'astéroïde a donné vie à la planète, qui s'est ensuite échappé vers la zone safe. Ça, c'est le genre de spéculation qu'on peut avoir si on recoupe un peu tous les éléments du lore jusqu'à présent. Mais donc ouais, de temps en temps, des éléments de la zone à haut risque arrivent à sortir pour foutre un peu le sbeul en zone médium ou voire même en zone safe. Ça Donc va ça être, peut être des événements ponctuels qui pourraient arriver dans le jeu. ça va être le délire. Ça va être le délire. Enfin, là, plus on parle, plus je me rends compte de la masse d'informations. En fait, c'est exactement ce qu'il disait José tout à l'heure. C'est que si on prend le temps d'agréger tous les éléments de l'or qui ont été pondus jusqu'à présent, c'est juste énorme. Vous prenez les posters, où il y a des éléments de l'or aussi, on l'a vu là justement avec ce photolit homme que j'avais complètement oublié, tu vois, je l'avais complètement oublié celui-là. Totalement zappé aussi. Et on fait le lien avec ce vaisseau homme. Voilà, c'est des liens qui sont incroyables. On prend toutes ces histoires autour de l'agent Wen et Yago, où il y a une tonne d'informations. On prend les murmures du Punab, là, les petits encarts journalistiques qu'on peut retrouver à la fin de certaines médiums, où il y a pareil énormément d'informations. On prend la BD Core, et maintenant Never Alone, et dans l'avenir Sage, qui va nous distiller aussi des éléments de l'or. C'est juste énorme. Mais ce qu'on a déjà là jusqu'à maintenant, c'est gigantesque, quoi. Effectivement,
il y a un travail à faire j'allais dire, il y a une première carrière d'historien là ici, hein, pour les Pour les moi, en candidats. fait, pour moi, on a déjà toutes les réponses dans tout le lore qui a déjà été écrit, hein. C'est juste à faire des liens. En tout cas, on a des ébauches de réponses dans tout le lore. Je vais pas vous raconter ce que je pense, parce que c'est à vous de le lire, c'est à vous de faire vos découvertes. Je garde secret ce que j'ai trouvé. Mais il y a déjà pas mal de réponses. Ouais, c'est ça. Il y a déjà pas mal de directions sur lesquelles on peut spéculer et certaines voilà, être sûr que c'est dans cette direction que ça va. Très bien, Crash. Très bien. Ce qui nous a révélé ici, là, avec, sans le dire, mais en le disant un petit peu, ça confirme un peu tout ce qui est écrit, hein, de toute façon. Donc, allez-y, lisez, et vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Voilà, surtout que maintenant, vous avez quand même pas mal de choses qui sont traduites en français. Toutes les BD, le dernier épisode de Core vient d'être... on lui a pas posé la question. On lui a pas posé la question, bon, qui n'est pas une question sur le lore en lui-même, mais quand est-ce qu'ils vont nous sortir parce qu'il y avait un projet de justement centraliser tout le lore. Ah oui, c'est ça. Ils y travaillent de leur côté, tu vois. De faire, je sais pas si c'est une page sur le site officiel ou un wiki ou quoi. Mais ouais, en tout cas, le lore va être centralisé à un endroit où ce sera facile de tout lire. Parce que pour l'instant, tout est éparpillé entre les newsletters, la BD, le contenu exclusif de la BD, plus les diverses publications à droite à gauche. Enfin, c'est un peu compliqué de faire le point sur tout, quoi. Donc, ils sont en train de bosser, hein, de leur côté pour avoir un endroit où tout est accessible. Bon, ce sera en anglais, du coup. Mais on pourra au moins travailler plus facilement à la traduction là-dessus, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et merde, on n'a pas fait le jeu concours. Est-ce qu'il y a un jeu concours toujours ou pas? Bah ouais, je pense. T'as une question, Morpheus? Alors, bien sûr, j'ai une question. Bien sûr que j'ai une question. Alors, attends, juste le temps de la trouver, ouais. Surtout que là, on a été plongé dans le... Puis on a parlé de plein de trucs qui auraient pu être des questions. Ouais, je vais trouver une, regarde. J'avoue que là, j'ai tellement été... Darwin. Alors, ok, allez, j'ai une question comme ça qui est tombée... Tout à l'heure, on a parlé justement d'un passage dans les BD Core où justement on découvre de nouveaux protagonistes Ustur ailleurs, qui ne sont pas au même endroit que nos héros. Et parmi ces protagonistes, il y en a un principal. Quelle est la couleur de son habit, de sa toge? Bon, l'image a été postée, hein. Ah merde, c'est vrai. Je suis Réponse fatigué. Réponse dans le canal Atlas Brou, hein, comme d'habitude. Oh, bah vas-y, question réflexe, hein. Ah non, Maxime Henry. Maxime Henry l'a gagné. C'est Maxime Henry. Bon. Ouais. Ouais, non. Si, regarde, je l'ai l'image là. Moi, je vois Starkiller. Ah, t'as vu Starkiller avant, d'accord. Peut-être ça allait tellement vite que j'ai même pas vu, quoi. Oui, Starkiller, ouais, effectivement. Starkiller avant. Ouais, bien joué. Bah, tu peux envoyer ton adresse, du coup, à Darwin. On joue pour un film bulle, toujours le film Lobby. C'est ça. Je crois. Il me semble. Est-ce que, d'ailleurs, j'ai... Au pif. Bah écoute, hein. En tout cas, t'auras quelque chose, quoi. Il me semble que c'est des films de lobby encore. Si j'arrive à accéder aux wallets. Bon. Eh ben écoutez les amis, sur ce, je pense qu'on peut clôturer ce brou officiellement. Comme d'habitude, on se retrouve dans le chat vocal en dessous pour ceux qui veulent rester et papoter un peu Star Atlas, tout ça. Merci d'être venu. Brou, épisode 26, avec notre premier invité anglophone. J'espère que ça a été
correct niveau traduction et tout ça. En tout cas, j'espère qu'on pourra avoir José dans des prochains épisodes concernant le lore et tout ça, parce que mine de rien, il nous lâche des petites infos à chaque fois. C'est assez cool. Merci d'être venus, les gars. Et on se retrouve jeudi prochain dans la nuit. Là, on devrait avoir la nouvelle mise à jour du showroom. Donc, je pense qu'on va parler un peu de tout ça la semaine prochaine. Et voilà. Force et odeur, rejoignez-nous pour la prochaine. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de tout traduire, de préparer les questions. Merci à Pel1 aussi, je crois, qui t'a aidé un petit peu à poser les... Pel1 qui a posé en effet un grand nombre de questions. Qui a beaucoup aidé. De Star Atlas, donc un grand merci à lui. Gros big up à Pel1, ouais. Et au Mir, sa guilde, bien sûr. Merci à tous d'être venus nombreux à cet Atlas Brew numéro 26. Et donc, semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. C'est ça. Jeudi 20h, Discord Star Atlas. À plus.